toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro en ce lundi 28 avril de Taisez-vous. Nous sommes quasiment à un an du lancement de ce programme. Numéro un petit peu spécial, justement pour les un an. Ça tombait en mai, mais avec les ponts, nous ne pourrons pas organiser de session. Donc, cette session sera un petit peu particulière puisque nous n'aurons pas deux, mais trois thésards et une petite présentation du rugby santé de Choisy-le-Roi. Et également, eh bien, je vous inviterai à lire la Gazette du mois de mai, donc celle que vous allez recevoir demain, c'est celle du mois d'avril, mais dans quelques jours, vous recevrez celle du mois de mai, où il y aura une petite annonce sur le Taisez-vous qui sera organisé au mois de juin. Euh, on fera revenir d'anciens étudiants qui en sont maintenant aux conclusions. Donc, on a pu le lancer avec eux. Maintenant, on en a la présentation de leurs résultats. Voilà, donc ça sera un beau numéro. Eh bien, sans plus attendre, le lien du questionnaire de Monsieur Jean-Philippe Brard a été envoyé. Donc, on vous laisse encore quelques minutes pour le remplir et c'est mieux de le remplir avant afin d'éviter certains biais. Et donc, pour les personnes qui seront en replay, là, voilà, on vous invitera à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de remplir le lien du questionnaire et on affichera un QR code à l'écran. Ne vous en faites pas. Et du coup, le Rugby Club m'ayant bien un petit message ayant quelques minutes de retard, si Monsieur Brard est prêt, moi je veux bien lui laisser la parole. Donc, interne en médecine générale, votre thèse porte sur les pratiques des médecins généralistes en prévention primaire cardiovasculaire. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je vais simplement activer ma caméra. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend, on vous voit, on vous laisse la parole. Vous avez 15 minutes maximum. Si vous faites moins, il n'y a pas de souci, mais à 15 minutes, je vous ferai signe qu'il faudra conclure. Super. Alors, je vais simplement essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si j'en ai le droit. Oui, super. Hop. Ok. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran ou pas encore? Pas mal. On le voit. Super. Alors, je vais juste cacher ça. Hop là, super. Alors, euh, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je voulais profiter un petit peu de cette séance pour vous parler de mon travail de thèse qui porte sur le score calcique coronaire. Cette présentation, elle vise un petit peu à faire une petite synthèse de la littérature déjà disponible sur le score et à aussi proposer une petite critique aussi de cette littérature, des avantages, des inconvénients qui ont pour l'instant été euh, identifiés pour l'utilisation de ce score, notamment en prévention primaire cardiovasculaire. Pour revenir rapidement en fait sur la physiopathologie sous-jacente qui a conduit à la création du score calcique coronaire, on a identifié au fur et à mesure des années que les calcifications des plaques, contrairement à ce qu'on pensait initialement, n'étaient pas un phénomène dégénératif et réactionnel à l'inflammation, mais étaient en fait un phénomène bien régulé pour stabiliser les plaques sur le long terme et limiter le risque de rupture. Il y a deux types de calcification. Il y a les microcalcifications et les macrocalcifications. Celles qui sont détectées par le score calcique coronaire, c'est les macrocalcifications. Et on estime à peu près que quand on détecte une calcification au coroscanner, la taille de la plaque qui est sous-jacente à cette calcification est à peu près 5 fois supérieure à la taille de la calcification qui est détectée. On s'est rendu compte dans des études histologiques que ces calcifications ne semblaient pas être un phénomène simplement dégénératif, parce que les études histologiques de stress en fait, des plaques athéromateuses, les plaques plus calcifiées s'avéraient être moins à risque de rupture, et ça, ce serait expliqué par le fait que les calcifications viennent recouvrir le cœur nécrotique de la plaque, du coup limite son exposition à la lumière vasculaire et du coup limite en fait le stress auquel est soumis le cœur nécrotique. Le score d'Agatston, donc, qui est en fait le score sous-jacent du coroscanner, il a été designé à partir des années 90.
Et le but de ce score, c'était un petit peu d'évaluer le fardeau athéromateux des patients et des patientes. À partir des années 2010-2015, il y a des chercheurs qui ont essayé de mettre en lumière un lien en fait entre l'importance de la calcification des artères coronaires des patients et le taux d'événements cardiovasculaires, létaux ou non létaux, à 10 ans. Et ils se sont rendus compte que plus le fardeau athéromateux calcifié était élevé, plus le taux d'événements cardiovasculaires à 10 ans l'était également. Et des équivalents avec le score de Framingham ont petit à petit été mis. On voit par exemple que pour un fardeau athéromateux, on va dire supérieur à 1000, on a un équivalent Framingham très élevé. Alors, quand on parle de ce score, un 10, 11, 100, tout ça, ces chiffres en fait ne correspondent pas à des tailles de plaques. Il y a toute une formule en fait qui vise à faire un petit peu la somme de toutes les plaques qui ont été détectées et transformer ça en nombre pour ensuite le mettre sur une échelle de risque. Nous, en Europe, on n'utilise pas tellement le score de Framingham. L'un des scores qu'on utilise plutôt, c'est le score 2 qui a succédé au score. En ce moment, le score 2, qui je crois est disponible depuis 2021, il permet d'estimer le risque cardiovasculaire des événements létaux et non létaux à 10 ans. Et l'avantage de ce score, c'est qu'il s'adapte, il corrige le facteur de risque cardiovasculaire en fonction du pays dont est issu le patient. Les défenseurs du score calcique coronaire, en termes d'outils pour estimer les événements cardiovasculaires, s'appuient sur le fait que quand on étudie en fait le fardeau athéromateux, quand on étudie les plaques athéromateuses calcifiées, finalement, ce qu'on étudie, c'est la résilience des individus à leurs facteurs de risque cardiovasculaire. Et du coup, dans la chaîne physiopathologique qui mène du facteur de risque à l'événement cardiovasculaire, on semble être plus loin dans le raisonnement. On va plus loin dans l'interaction gène-environnement. Donc, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur le score calcique coronaire. Pour le moment, c'est des études qui sont plutôt états-uniennes. Et ce que je vais faire dans les quelques petits diapos qui viennent, il n'y en a plus beaucoup, c'est non seulement vous parler un petit peu de ces études, mais aussi de parler de leurs limites. Ce que les chercheurs ont trouvé sur le score calcique coronaire dans la cohorte MESA, qui est une très grande cohorte de risque cardiovasculaire des États-Unis, c'est qu'un score calcique coronaire égal à 0 semble associé à moins d'événements cardiovasculaires à 5 ans que l'absence de facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que même un patient à risque élevé, si son score calcique est à 0, on a tendance à constater moins d'événements cardiovasculaires que si on compare à un autre patient qui, lui, n'a aucun facteur de risque cardiovasculaire. Cependant, comme je vous le disais, ça a été étudié sur une durée de 5 ans, et nous, quand on étudie plutôt le risque cardiovasculaire, les cohortes les plus représentatives, elles sont quand même faites sur 10, 20, voire 30 ans. D'autre part, les chercheurs qui ont étudié le score calcique coronaire se sont rendus compte que près de 50% des patients qu'ils estimaient éligibles à la prescription de statine avaient un score calcique coronaire nul, c'est-à-dire de ce qu'ils estimaient donc un risque cardiovasculaire en réalité très faible. Ils ont ensuite fait des études coût-bénéfice en comparant le fait de faire un score calcique coronaire à ces patients au fait de leur introduire d'emblée des statines. Et ils ont mis en valeur sur ces études que le fait de choisir le score calcique coronaire ne coûtait pas plus cher qu'une prescription de statine, finalement, à tous ces patients éligibles. Cependant, ces études ont encore une fois une limite, parce que quand on parle de patients susceptibles de recevoir des statines et qu'on met en tout cas, ils ont mis ce seuil de risque cardiovasculaire à 5%, c'est un petit peu faible. Nous, dans les recommandations européennes, on estime vraiment que l'indication de statine en prévention primaire, elle est grade 1 pour des gens qui ont un risque cardiovasculaire supérieur à 10% pour les 50-69 ans ou 7,5 pour les 50 ans. Donc, un risque à 5%, ça correspond à un patient à risque cardiovasculaire élevé. C'est des patients chez qui il est plus débattu d'introduire directement des statines. Nous, on introduit directement, enfin, les cardiologues recommandent d'introduire directement des statines. Je suis plutôt chez les patients qui sont en risque très élevé et ce, après règle hygiéno-diététique de 6 mois. On voit cependant donc, dans les recommandations européennes que le score calcique coronaire
prend de plus en plus de place. En tout cas, la perception qu'on en a évolue. On voit ici, par exemple, en 2019, le grade de recommandation d'utilisation du score calcique coronaire pour reclassifier le risque cardiovasculaire des patients et patientes était considéré 2B. Et sur les recommandations plus récentes, en 2021, cette recommandation est passée 2A. Les États-Unis, par rapport à nous, sont un petit peu plus en faveur de ce score depuis plus longtemps, parce qu'on voit que dès 2019, c'est déjà un grade de recommandation 2A. Je vais venir juste après sur l'utilisation qui est ainsi proposée du score calcique coronaire. Juste avant ça, ce qui a été étudié, c'est que le délai avant positivité d'un score calcique nul semblait de 3 à 5 ans. Donc, quand on a fait un premier score calcique coronaire qu'il est revenu négatif, on peut se permettre d'attendre, on va dire, maximum 5 ans avant d'en refaire un. Et sur les derniers examens de coroscanner, la dose irradiante, on est sur du low dose. La dose irradiante reçue est équivalent à 0,37 millisieverts, ce qui devient en fait inférieur à une mammographie et à un scanner pulmonaire low dose. Ce qui est proposé en fait en ce moment en grade 2A dans les recommandations ESC, c'est que quand un patient est à risque cardiovasculaire élevé, donc entre 5 et 7,5% on va dire de risque cardiovasculaire à 10 ans, on peut réaliser un score calcique coronaire et si ce score est nul, surseoir à l'introduction d'une statine et réaliser un nouveau score calcique coronaire 5 ans plus tard. Cependant, il y a une limite à cette proposition, c'est que dans ces recommandations, l'âge des patients à qui on propose ce score calcique coronaire n'est pas bien défini. Et ça, c'est problématique. Il y a une diapo juste après là-dessus parce que la calcification de la paroi vasculaire, elle augmente très significativement avec l'âge. Et on n'aborde pas du tout le cas des patients diabétiques en prévention primaire cardiovasculaire, des patients qui vont aussi avoir des calcifications vasculaires plus précoces et chez qui, du coup, forcément, le score calcique coronaire aura beaucoup plus tendance à être non nul. Voici par exemple une étude qui a été faite aux États-Unis qui s'intéresse à la calcification des parois vasculaires, à la calcification athéromateuse selon l'âge des patients et selon leur ethnie. Et on se rend compte par exemple que les populations caucasiennes calcifient beaucoup plus leurs parois vasculaires avec le temps. Et ça, c'est encore une chose qui n'est pas prise en compte dans ces propositions de recommandations. Donc, dans ce contexte, ce travail de thèse, il vise un petit peu à s'intéresser à l'impact qu'a pour le moment le score calcique coronaire sur les pratiques des médecins généralistes et notamment sur leur prescription de statine. C'est-à-dire, est-ce qu'un score calcique coronaire nul en prévention primaire cardiovasculaire chez les patients à risque élevé, diminue la prescription de statine par les médecins généralistes. Le support qui a été utilisé, c'est un questionnaire Lyme-Survey qui permet en fait de faire un cas clinique, un design d'études à mesure répétée. On met d'abord les médecins généralistes face à un patient qui n'a pas de risque, qui n'a pas de coroscanner réalisé, qui a un risque cardiovasculaire élevé. Et puis on présente à nouveau le même patient en changeant comme simple paramètre la valeur de son coroscanner et on voit s'il y a une différence ou pas dans la prescription de statine par les médecins généralistes. Et ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc voilà, notre patient qui a d'abord un score calcique non connu. Le même patient, on dit qu'il a un score calcique à 0. Les deux sont à risque élevé. Et y a-t-il entre les deux une différence de prescription de statine? Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps imparti. Je suis disponible en cas de questions. Il n'y a aucun souci. C'est parfait, c'était très clair, très, très complet. Justement, voilà, vous l'avez dit, est-ce qu'il y a des questions dans l'audience pour Monsieur Brard? Bonjour, bonjour, merci pour cette présentation. Parallèlement de conscience, il y a 2 articles qui sont sortis dans le JAMA Cardiologie sur ce sujet-là en mars 2025. Je ne sais pas si vous les aviez détectés. Je les ai vus, je les ai pas encore lus, mais j'ai vu que c'est tout neuf, ça vient de sortir, oui. Du 5 mars, effectivement, et qui ramène certains à se poser la question de l'intérêt à intégrer l'intérêt de ce test dans la pratique. Mais bon, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas répondre. Je n'ai pas eu malheureusement encore l'occasion de les lire, mais je vais m'y intéresser et puis j'ajouterai un petit peu les résultats de ces articles dans la bibliothèque.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Eh bien, écoutez, merci Monsieur Brard pour cette présentation qui était très claire et très complète. Donc, le lien du questionnaire a été donné au début, mais il peut toujours être répondu. Nous, on va le rediffuser avec également le replay. Et puis, bah, on se tient à votre disposition. Je sais que vous devez nous quitter parce que vous allez reprendre les consultations. C'est pour ça qu'on vous a fait passer en premier. Donc, merci de vous être rendu disponible. Et puis, bah, on se tient au courant pour la suite. Merci beaucoup à vous pour votre aide et merci pour votre écoute. Bon Avec plaisir. courage. Bon courage. Merci. Et du coup, je vais laisser la parole maintenant à Julie Plumbé, qui est interne en médecine générale et qui souhaiterait réaliser sa thèse sur le bilan de la campagne de vaccination contre les HPV du point de vue d'une CPTS. Et alors là, c'est un petit peu particulier. Je vais vous laisser la parole puisque je crois que vous êtes encore en train d'élaborer votre sujet de thèse et de travailler dessus et de chercher quelqu'un qui pourra encadrer votre thèse. Donc voilà, je vais vous laisser présenter cela. Est-ce que vous pouvez partager votre écran ou est-ce qu'il faut que je partage votre support? Bon, ça sera bon. Alors, bonjour à tous. Euh, tac, tac. Je ne sais pas si vous m'entendez et si vous voyez mon écran ou pas. On vous entend, on vous voit, je me vois même en double, c'est bon. Voilà, parfait. Je me voyais Parfait. Et votre on voit écran. mon écran, on voit enfin, le diapo. Parfait. Eh bien, Ok. écoutez, je vous laisse la parole. Bon, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc, oui, je m'appelle Plimbert Julie. Je suis interne en médecine générale en troisième semestre. Et effectivement, je suis encore en train de préparer mon projet de thèse. Donc, je cherche un directeur ou une directrice de thèse. Et également, vous allez le comprendre à la suite de ma présentation, également une ou des CPTS qui seraient intéressés par mon projet. Donc, j'ai choisi de m'intéresser donc à la campagne de vaccination concernant les HPV, donc qui a été faite en milieu scolaire, qui a débuté depuis 2023 et qui va être reconduite pour cette année. Et puis, bon, les HPV, c'est un sujet qui a été déjà beaucoup travaillé. Les thèses, il y en a beaucoup. Mais moi, je voulais l'aborder plutôt du point de vue des praticiens, de leur rôle, surtout des CPTS, de leur rôle dans cette campagne et voilà, en fait, faire un état des lieux de leur ressenti et voir ce qu'on pouvait améliorer. Donc, pour un peu resituer le contexte, les HPV, donc, ce sont des virus auxquels on est exposé, enfin la majorité de la population est exposée au HPV, va être contaminée aussi à ces virus, mais dans la plupart des cas, il n'y a pas de complications, mais quand même, on voit qu'il y a plus de 6000 cas de cancer par an qui sont dus au HPV, notamment donc les cancers du col de l'utérus qu'on connaît bien, mais aussi il y a une émergence des cancers de la sphère oropharyngée qui était un peu avant plutôt dominé par tout ce qui était tabac, alcool, et puis maintenant on voit vraiment chez les jeunes qu'il y a des cancers qui sont dus au HPV. Donc voilà. Euh, les méthodes de protection, il y en a. Bon, les préservatifs, c'est connu, mais ça n'offre pas une protection à 100%. Et on sait que bon, il y a des difficultés de recours aux préservatifs, tout le monde n'aime pas les utiliser, voilà. Donc ça reste encore assez limité. Et on a depuis plus de 10 ans des vaccins qui sont disponibles. Donc, notamment le Gardasil, qui est le vaccin référent ces dernières années, qui est un vaccin monovalent. Donc, ça veut dire qu'il couvre 9 sérotypes et qui protège jusqu'à 90% contre les 9 génotypes en fait, de virus. Et donc, on voit qu'en fait, avec ces vaccins-là, on a des protections contre les cancers qui vont jusqu'à 90% et c'est non négligeable. C'est non négligeable. Dans ce contexte-là, donc la France, on a une couverture vaccinale qui était jusqu'à présent en 2022. En 2022, on l'estimait entre 26% et 30%. Donc c'est quand même très faible par rapport à d'autres pays d'Europe comme le Portugal,
ou encore comme des pays comme l'Australie, qui est très connue notamment pour sa campagne de vaccination qui marche très bien, hein. On a plus de 80% de taux de vaccination, de couverture vaccinale, que ça soit chez les hommes ou chez les femmes. Et à l'horizon 2030-2035, il me semble, ils pensent qu'ils auront totalement éradiqué les cancers du col et les cancers associés au HPV. Donc, c'est vraiment très, très optimiste pour nous et on devrait faire pareil. Donc, dans cette optique-là, pour faire augmenter cette couverture vaccinale, l'ARS a décidé de mettre en place une campagne de vaccination chez les enfants donc de classe de 5e, parce que donc, les schémas vaccinal du garde-asile, c'est à partir de 12 ans. Donc, chez les classes de 5e, de proposer, avec l'accord des parents, avec une information en amont, une vaccination, enfin de débuter le schéma vaccinal pour justement atteindre les taux de vaccination et de couverture vaccinale fixés par l'OMS qui sont à peu près à 80 à 90%. Donc, dans ce cadre-là, la campagne qui a eu lieu en 2023 a été plutôt satisfaisante. On a eu plus de 420 000 élèves vaccinés, donc que ce soit un début de vaccination ou justement une seconde dose pour les personnes qui avaient déjà plus de 15 ans. Ou voilà. En tout cas, on a eu plus de 420 000 participants et lorsqu'on s'approche un petit peu plus des chiffres, on se rend compte qu'il y avait 110 000 élèves qui ont été vaccinés en milieu scolaire et plus de 300 000 élèves vaccinés, enfin adolescents du moins, vaccinés en ville. Et c'est là que je fais mon focus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi on a un chiffre qui est presque multiplié par 3 des vaccinations en ville par rapport aux vaccinations scolaires, en milieu scolaire. Bon, on a forcément des petits éléments qui nous viennent en tête de façon spontanée. La proximité du médecin traitant, le fait de pouvoir avoir un délai de réflexion. Bon, voilà, il y a des éléments qui sont assez évidents, mais c'est non négligeable et je me suis vraiment demandé est-ce que pourquoi il y avait cet écart et qu'est-ce qu'on devrait faire pour justement valoriser le travail des praticiens de ville, quelles ont été leurs stratégies, quels ont été leurs éléments qui ont fait que ils ont réussi à toucher beaucoup plus de monde. Et donc, c'est pour ça, dans ce cadre-là, que je souhaite faire ma thèse et me concentrer sur vraiment les praticiens. Et quand je dis praticiens, c'est autant les médecins, les pharmaciens, les infirmières, et comment toucher tous ces professionnels-là, faire appel à une CPTS. Donc voilà, donc ça c'est mon idée. Et donc pour cela, j'ai décidé de faire la méthodologie, ça sera plutôt des focus group. Donc j'aimerais au mieux être en relation avec 2 CPTS de villes d'Île-de-France. Donc ça sera en Île-de-France. J'aimerais bien que ça soit plutôt dans le 94, peut-être 94, 91, mais après, je ne suis pas encore très limitée niveau territoire, mais ça sera en Île-de-France, ça c'est sûr. Et donc, avoir minimum 2 CPTS avec qui faire des focus group avec jusqu'à 10 personnes, 10 professionnels, que ce soit des médecins, des infirmières, des pharmaciens, enfin tous ceux qui participent et qui ont eu comme projet, qui ont participé à cette campagne et qui ont eu vraiment un projet central, la vaccination contre les HPV, et voir quelles ont été leurs stratégies, quels obstacles ils ont rencontrés, quels succès ils ont rencontrés, ce qu'ils aimeraient mettre en place pour la suite, ce qu'ils n'aimeraient pas mettre en place pour la suite, enfin ce qu'ils aimeraient arrêter. Enfin voilà, vraiment créer un échange avec des entretiens qui seront semi-dirigés, ce sera des petits groupes, et puis il y aura des questions bien sûr ouvertes pour pouvoir lancer la discussion, mais vu que ce sera des professionnels qui se connaissent, qui sont au sein d'une même CPTS, normalement la discussion devra être assez fluide et pour pouvoir recueillir ensuite des éléments de réponse. Et pour pouvoir aussi plus tard faire améliorer les futures campagnes et les faire progresser pour faire progresser la couverture vaccinale. Voilà, je sais pas, j'ai été un peu rapide, je pense, mais Non, c'était très très bien, c'était très clair. Sujet d'autant plus d'actualité, on en parle pas mal, que ce soit dans les médias,
nous-mêmes au sein de la CPTS. Du coup, si j'ai bien compris, juste reclarifier vraiment clairement, enfin directement la demande, vous cherchez une personne pour encadrer votre thèse, c'est bien ça? Tout à fait, une personne pour encadrer ma thèse et aussi savoir si, enfin, il y a des CPTS, bon, bah, en tout cas Octave, la CPTS Octave, bien sûr, qui sera intéressée. Mais oui, effectivement, je cherche un directeur ou une directrice de thèse qui serait intéressée par mon sujet ou qui serait intéressée mais qui voudrait ajouter des petites choses ou voilà. Je suis ouverte à toutes les propositions, voilà. Très bien. Alors, bon, à moins qu'il y ait une personne tout de suite là moi, je lui laisse la parole, il n'y a pas de souci, mais là, il y a vos coordonnées qui s'affichent. On laissera Tout à les fait. personnes voilà, vous recontacter ou revenir vers nous directement. Ça peut être pour un premier échange. En tout cas, Mhm. on les laissera faire, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y avait des questions ou des remarques sur la recherche de Mme Plumbert? Alors, merci, bonjour, merci. Bonjour. Alors, il y a une CPTS qui s'appelle la CPTS Autour du bois, qui a un programme de sensibilisation à la vaccination contre les papillomavirus humains dans le 94. Donc, c'est une CPTS qui est sur Saint-Mandé, Vincennes et Fontenay-sous-Bois. Ouais. Donc ça peut vous aider. Il y a eu pour différents professionnels au niveau de l'URPS pharmacien, on a mis en place des fiches outils pour les pharmaciens pour les campagnes de vaccination que vous pouvez retrouver sur le site de l'URPS pharmacien. Il y a dû y avoir des webinaires aussi qu'on a organisés. La CPTS Octave avait fait un webinaire sur les cancers oropharyngés il y a déjà une année et demie, je dirais maintenant, avec Villeneuve-Saint-Georges, si mes souvenirs sont bons. Et le point, c'est pas l'ARS qui a décidé, c'est l'État qui a décidé d'organiser les campagnes dans Ah oui. l'éducation. Oui. C'est le truc que je mettrais, voilà. Bon courage. Merci beaucoup. Merci Eric pour ça. Effectivement, oui, c'est l'État. Et effectivement, on a ce webinaire. On pourra essayer de vous envoyer le replay, en tout cas, essayer de retrouver trois choses si jamais voilà, ça peut vous intéresser et vous aider. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bah, écoutez, on va passer à notre dernier intervenant. Alors, j'ai eu des nouvelles du rugby club de Choisy, le rugby santé de Choisy, qui n'est pas une bonne nouvelle. Je sais que vous allez être déçus, mais malheureusement, ils ont eu un contretemps, un empêchement enfin, un gros souci logistique. Ils ne pourront pas nous rejoindre ce midi. Donc, on reprogramme ça avec eux directement sur notre journée sport santé du 31 mai. Enfin, c'est un après-midi sport santé. On organise à Choisy-le-Roi. Bon, on aura on vous envoie toutes les infos très prochainement. Ça va être un bel après-midi avec professionnels de santé, maison sport santé et également des sportifs. Ils seront présents. Donc voilà, cet après-midi-là. Et puis si vous n'êtes pas disponible le 31 mai, il y aura de toute façon le replay ou sinon le 18 juin également. On en reparlera. Et sans plus attendre, on termine donc ce numéro un peu spécial avec Monsieur Victor Bory, donc interne en médecine générale à la faculté de médecine de Paris-Saclay, Kremlin-Bicêtre, qui va nous parler de l'utilisation du dossier médical partagé, donc DMP, par les médecins généralistes d'Île-de-France. Eh bien, écoutez, je vous laisse la Bonjour, parole. bonjour, vous Bonjour. m'entendez bien? Très bien. Parfait. Alors, bonjour à tous et puis bonjour Monsieur Sedbon, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Hop, si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, on ne voit pas. Le temps que je vous Alors, laisse continuer juste pour la question de M. Dourier, Mme Plumbert, quelles sont les conditions pour être directeur de thèse? On lui demande quelque chose voilà, de concis et on vous le met dans le mail où on vous renvoie, où on renvoie le replay avec tout ça. Merci, c'est une question très intéressante. Comme ça, il y aura tout directement. hop, attendez. Je crois qu'il nous a quittés. Si Mme Plumbert voulait répondre en attendant qu'il se reconnecte. Pour être directeur de thèse, il faut être médecin thésé. Voilà, alors si c'est les conditions, enfin les conditions générales, voilà, médecin thésé. Après, pour moi, pour mon projet, il n'y a pas de conditions particulières. Il faut juste être intéressé par le sujet et voilà, être intéressé par le sujet. Après, c'est une étude qualitative, donc il n'y a pas de
de grandes compétences en matière de stats à avoir, mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je vais réfléchir à d'autres conditions possibles. Et je laisse la place à mon collègue. Merci beaucoup. Et Monsieur Voilà. Bory, on vous redonne la parole. Bonjour. Alors, c'est bon? Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est tout bon. Parfait, merci. Alors, donc moi, je viens vous parler du dossier médical partagé. Donc, j'ai décidé de faire mon sujet de thèse sur ce sujet-là. Initialement, donc, on va commencer par un petit avant-propos pour comprendre pourquoi j'ai réalisé cette thèse. On fera ensuite juste un rapide historique du DMP qui sera peut-être assez complet parce que vous verrez qu'il est peut-être plus vieux que ce que vous pensez. Ensuite, on parlera des objectifs de la thèse et puis je vous montrerai le questionnaire. Donc alors déjà initialement, cette idée de thèse m'est venue parce que j'ai connu le dossier médical partagé en 2016 après ma première année de médecine parce que j'ai toujours été intéressé par la technologie, les nouveautés, le numérique et puis après avoir commencé médecine, j'ai vu ce projet-là et je me suis dit que c'était vraiment l'avenir de la médecine. Donc j'ai créé mon dossier médical partagé, j'ai tâtonné un petit peu avec et quand je suis arrivé à l'hôpital, je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de formidable et en fait j'ai réalisé très vite que c'était pas vraiment utilisé à l'hôpital ou même en stage chez des médecins de ville. De la part des médecins, les patients ne connaissaient pas beaucoup non plus. Et ce qui m'embêtait le plus, c'était qu'en tant qu'externe à l'hôpital, comme j'ai fait un petit listing, le rôle de l'externe à l'hôpital, c'est beaucoup d'interroger, de recueillir les informations, de faire une synthèse de tout ça. Et pour ça, le DMP serait très, très utile. Et donc, je me posais un petit peu des questions sur tout ça. Donc, je reviens juste sur l'historique du DMP. Alors, c'est quelque chose, comme je vous disais, qui est peut-être plus vieux que ce que vous pensez, parce qu'on retrouve mention du DMP déjà depuis les années 60 dans un livre qui s'appelait Les ordinateurs, mythes et réalité. Je vous lis juste le petit extrait qui est du livre. Alors, imaginons chaque hôpital, chaque médecin équipé d'un écran de télévision tout à fait inapte à recevoir les émissions de l'ORTF, mais relié à un ordinateur installé au centre de Paris. Un nouveau client arrive, le médecin compose son numéro de sécurité sociale sur un cadran semblable à ceux du téléphone. Sur l'écran apparaît aussitôt un texte d'une trentaine de lignes donnant le nom et l'âge du dit client, mais surtout la liste des maladies passagères qu'il a eues, des maladies chroniques dont il est atteint, des examens divers qu'il a subis, des traitements qu'il a suivis, de ses hospitalisations et cures successives, etc. Donc, quand on voit ça, on se dit que ça ressemble beaucoup aux objectifs du DMP qui ont été avancés 50 ans plus tard. Ensuite, donc, bon, pour se mettre à bien ce projet, il a fallu créer pas mal de législation parce que utiliser des données personnelles, ça ne pouvait pas se faire comme ça. Donc, ça a mis plusieurs dizaines d'années pour voir intervenir des lois, notamment la loi de 78 sur la protection des données personnelles informatiques, puis la loi de réforme hospitalière en 91 qui a donné un petit peu plus de pouvoir aux patients sur leur santé, sur leur prise en charge, ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, c'est-à-dire que avant ça, les patients n'étaient pas considérés énormément dans les décisions médicales et donc souvent le médecin était considéré comme garant de sa santé, c'était lui qui décidait pour le patient et toutes ces choses-là ont dû changer et ça fait partie des choses qui ont dû évoluer pour intégrer le DMP, l'utilisation des données et les partager avec les patients. Et en 2002, donc on a réitéré d'autres lois pour l'hébergement des données avec l'arrivée de serveurs informatiques, la gestion. Donc tout ça, c'est vraiment un fondement législatif qui était indispensable. Et c'est seulement en 2004 que le projet DMP est arrivé dans son nom-là. D'ailleurs, au départ, on l'appelait le dossier médical personnel. Son premier objectif à l'époque, c'était vraiment de contrôler les dépenses de santé, parce qu'on avait décidé de conditionner les soins, enfin le remboursement des soins à son utilisation. Donc, ce qui n'a pas beaucoup plu à l'époque parce que d'un projet qui visait à partager les données, à améliorer la santé, on avait plutôt l'impression d'un projet qui servait à faire des économies. Donc au final, les premières expérimentations qui ont commencé en 2006 n'ont pas été très fructueuses parce que les choses sont allées un petit peu vite, qu'il n'y a pas eu de concertation. Et donc c'était vraiment une version prototype au départ qui n'était pas destinée au grand public. Ces versions-là, elles sont arrivées bien plus tard. Donc la première version, elle est arrivée plutôt en 2011, où vraiment là, tous les Français ont pu aller sur Internet et créer leur DMP.
Malheureusement, même si on avait refondé un petit peu le système, il n'y a pas eu un énorme engouement dès le début. Et très vite, on s'est rendu compte que en presque 10 ans de développement, de 2004 à 2013, on avait beaucoup de budget alloué à ça sans vraiment de résultats parce qu'il y a eu énormément de problèmes pour construire le projet, pas de concertation avec les professionnels. Donc un envolement des coûts parce qu'on ne faisait pas vraiment attention à ce qu'on faisait. Tout ça, ça a été, dans les années 2010, un peu amélioré. On a intégré de nouvelles choses au fur et à mesure pour le changer. On l'a renommé dossier médical partagé comme on le connaît aujourd'hui. On a fait beaucoup plus de communication auprès du grand public, donc des publicités dans les CPAM. Voilà. On essayait de convaincre le grand public. On a ajouté aussi l'utilisation du DMP dans les critères des ROSP en 2016. Donc, ça a permis un petit peu de le faire connaître davantage des médecins. Malheureusement, dans les études qui ont été menées, les médecins trouvaient toujours qu'il y avait des petits soucis. Et même si le grand public, lui, est plutôt favorable dans l'ensemble des sondages qui ont été faits, c'est plutôt au niveau des professionnels qu'il y a des petits soucis d'usage. En 2019, c'est l'avant-dernier plan qui a été lancé, la 3e version, où là, on prévoyait en 2022 la création d'un espace de santé. C'est-à-dire que avec l'évolution numérique sur les 20 dernières années, on a estimé que le DMP tout seul, ce n'est pas suffisant. Il y avait besoin de créer un espace de santé au sens plus large avec dedans le DMP et puis d'autres services médicaux comme une messagerie sécurisée, des carnets de vaccination numériques, des agendas de santé pour prendre ses rendez-vous. Donc tout ça, ce sont comme des applications au sein d'un système qu'on voulait mettre en place de plus en plus. Alors, en 2020, il y a eu la crise sanitaire qui a un petit peu montré les faiblesses du système de santé. Et donc, toutes les faiblesses à ce niveau-là aussi, au niveau du numérique. C'est pour ça que le projet de réforme du Ségur de la santé, qui a visé à remonter un petit peu l'hôpital et la médecine, a eu une version en 2021, une espèce d'extension de ce projet de loi qui s'appelait le Ségur du numérique en santé, et où là, effectivement, il y a eu les dernières innovations du DMP, notamment avec les critiques qui avaient été faites par les médecins généralistes. On a eu quelques corrections, donc une mise à jour gratuite qui a été gratuite jusqu'en 2022 pour les médecins généralistes. Donc peut-être que vous l'avez installé, que vous en avez bénéficié. C'était pour l'automatisation du DMP, enfin de l'alimentation du DMP. Donc à chaque création de contenu, que ce soit des ordonnances, des courriers, ils sont théoriquement automatiquement envoyés. Alors, pour m'en servir régulièrement, ça marche pas toujours encore aujourd'hui, c'est des fois un peu capricieux, mais c'est mieux qu'avant. Et donc, depuis 2022, les gens ont accès à mon espace santé. Pour le coup, on fait énormément de communication. Les gens ont reçu des mails, des courriers, même dans les hôpitaux, dans les CPAM, on fait énormément de communication là-dessus, à la télévision aussi. C'est toujours inscrit dans les critères des ROS pour l'utilisation du DMP. Donc on essaye, voilà, depuis 2022, ça a été vraiment la dernière version du système qui est sortie. Et donc, moi, ma question, c'était un petit peu après ces 2 décennies d'expérimentation, où est-ce qu'on en est de son usage? Parce qu'on a toujours une image, à la fois c'est l'avenir parce que c'est le numérique et que dans plein d'autres domaines du quotidien, on a intégré le numérique, donc la santé ne peut pas y échapper. Mais en même temps, du côté des professionnels, on a toujours cette image de gadget un peu complexe qui prend du temps à gérer. Et donc, voilà, c'était pour faire un petit peu le bilan de tout ça. Donc, l'objectif de ma thèse, après avoir fait un petit peu ce gros historique du DMP, c'était de voir un petit peu son usage par les médecins généralistes d'Île-de-France. Alors, je me suis cantonné à l'Île-de-France, mais voilà, c'est pour un petit peu voir comment on s'en sert aujourd'hui. Savoir si vous bénéficiez, enfin, si vous en avez des avantages ou des inconvénients, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez une anecdote ou une situation qui a justifié de vous en servir et qui vous a vraiment rendu service. Et puis après, voilà, les éléments qui font que vous vous en servez pas encore suffisamment, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment poussé à l'utiliser. Voilà, donc je vous diffuse le petit QR code que vous pouvez scanner directement et puis m'aider à rédiger ma thèse pour m'installer un jour si possible. Parfait. Un sujet là aussi, comme HPV, très d'actualité. Alors, au niveau de la CPTS Octave et même d'ailleurs d'autres CPTS, on a participé dernièrement à une soirée numérique en santé sur laquelle on a pas mal parlé des différents outils.
donc au-delà même du DMP, hein, les différents outils que les professionnels de santé peuvent utiliser. Le fait, ce que vous avez dit, hein, que ça soit perçu par certains comme un gadget ou comme un nouvel outil, en tout cas, parfois un peu complexe, hein. Il y a eu certains bugs par le passé qui n'ont pas forcément motivé les professionnels après à se lancer dedans, même si aujourd'hui c'est plus stable. Enfin voilà, on a pu échanger sur tous ces points-là et voir à notre niveau comment est-ce qu'on peut accompagner les professionnels de santé vers cela. Donc, bah, on sera très intéressé, pardon, d'avoir les suites de votre thèse et les résultats en tout cas que vous pourrez avoir. Le questionnaire sera également diffusé. Et puis, donc, du coup, j'ai trop parlé. Est-ce qu'il y avait des questions euh, dans le Oui. public, dans l'audience? Oui, excusez-moi, je peux me permettre. Alors, Oui. oui, bonjour, deux choses assez importantes, enfin qui me semblent assez importantes. Il faut vraiment bien distinguer la notion de DMP et de mon espace sécurité et mon espace santé, qui sont vraiment deux produits différents et qui fonctionnent. Il ne faut pas oublier de rappeler que c'est l'assurance maladie qui est devenue gestionnaire du DMP, à la différence de la première version qui était gérée par une autre agence de l'État qui ne fonctionnait pas. Et maintenant, c'est l'assureur qui gère les données de santé, ce qui aussi pose un problème de sécurité des données, hein, puisque l'assureur va savoir ce que vous pourrait savoir ce que vous avez. Vous pouvez essayer de récupérer auprès des responsables des CPL, parce que c'est communiqué, les chiffres d'usage de ça, parce que ça, en chaque CPL, on a les données de transmission. Si vous ne l'avez pas, je pourrais vous passer le dernier PowerPoint de l'assurance maladie transmis aux pharmaciens sur les données Oui. d'utilisation de mon espace santé, le nombre de documents déposés par les différentes professions. Vous pourrez voir une vue. Dans le Ségur du numérique, c'était aussi ce qui est important, c'est de noter le problème lié au fait du manque d'interconnexion entre les différents logiciels, entre le DMP. Ce qui pose problème, c'est que les gens doivent se reconnecter. Au niveau des pharmaciens, les vaccinations sont transmises directement, les données de vaccination, mais les autres, on n'a pas accès toujours à ces informations. On n'a pas accès au DMP directement. C'est jamais très simple dans les logiciels et c'est pour ça que on a certaines choses qu'on va plus totalement se mettre en place, comme l'ordonnance numérique tout de suite, parce que certains logiciels officinaux n'étaient pas encore prêts pour ça. Voilà les différents points à noter. Et c'est surtout il faut pas oublier fin des années 90, il y a eu le carnet de santé qui avait été prévu aussi dans cette démarche. Effectivement, c'était pas informatique, mais l'État français a diffusé un carnet de santé à chacun des Français pour faire ce travail-là, pour que chacun l'ait en version papier fin des années 90. Et après, ça a été surtout Douste de Blazy qui a fait toutes ces démarches vers 2007, dans le parcours des différents points que j'ajouterai. D'accord, bah merci beaucoup pour ces précisions. Et si vous avez effectivement une adresse ou quelque chose pour retrouver les chiffres de transmission, enfin les données de transmission, ça m'intéresse effectivement pour me pencher là-dessus. Parce que soit vous avez contacté un responsable syndical qui participe à une CPL médecin et vous aurez l'information qui est en CPL, et donc vous aurez l'information et c'est transmis régulièrement les chiffres tous les on a 3 CPL par an, donc on a ces chiffres régulièrement d'usage de mon espace santé. Sinon, D'accord. si vous ne l'avez pas par les médecins, moi je l'ai pour les pharmaciens. Je l'ai en global pour toute profession. Pas lié aux pharmaciens, c'est présenté, c'est le même PowerPoint qui est présenté à chaque fois. D'accord. Merci beaucoup. Je vais me renseigner là-dessus, puis je reviendrai vers vous si je trouve pas ces informations. Mais merci beaucoup. De rien. N'hésitez pas, effectivement, pour la mise en lien, à repasser vers nous. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il n'y a pas d'autres questions. C'était très clair. Donc, bah, on est preneur effectivement de toutes les avancées, de toutes les recherches qui ont été présentées aujourd'hui. Merci pour ces différentes présentations. Et puis, bah, on va vous souhaiter bon courage pour la thèse. On vous dira à très bientôt et évidemment qu'on reste à votre écoute. Merci à vous. Merci pour votre initiative. Taisez-vous en tout cas. Au revoir. Avec plaisir. Bon courage, au taf. Merci. Merci à Au revoir. tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.